Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, et Anthony des Jeux des Livres. pour le fameux Ah oui, le fameux débrief ludique du lundi. Tous les lundis à 20h sur Twitch, on discute ensemble des jeux de société auxquels nous avons joué. On vous donne donc notre avis, nos sensations, et on vous parle un petit peu des mécaniques et des auteurs, illustrateurs, tout ça. Voilà. On va sur les fiches MyLudo pour vous expliquer tout ça. Le but, c'est de faire ce format à peu près en 1 heure, de vous présenter les pas forcément tous les jeux auxquels nous avons joué, mais voilà, quelques jeux qui nous ont marqué, soit en bien et soit des fois un peu moins bien. Justement, on va en parler. Ouais, il y a un jeu que j'ai été un petit peu déçu cette semaine. On en parlera vers la fin. On va commencer, donc le principe est tout simple, on va sur MyLudo et on regarde ensemble et on discute de ce premier jeu brillant de chez Ravensburger. Oui. Ce petit jeu dans une petite boîte comme ça, qui sort au 23 janvier aux alentours de 13€. Un 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est chez donc Ravensburger. C'est un jeu de Ralph zur Linde. J'y suis arrivé à le dire du premier coup. C'est pas toujours évident. C'est quoi ? Bah, c'est tout simplement un petit jeu. Tout ce qu'il y a de plus simple et immédiat de Roll and Write. Oui. Donc, on adore. Moi, particulièrement, Oui. je suis assez fan des jeux de Roll and Write. Récemment, je vous ai parlé de Tréfuté dans sa version royale. Mais très souvent, il arrive qu'on fasse des petites parties très rapides de Quicks. Oui, et ça fait penser aux Quicks. C'est dans cette même veine, c'est-à-dire que, bon, alors, effectivement, même si là, il y a une petite, entre guillemets, thématique, mais alors qu'on oublie très rapidement, c'est de collectionner des diamants, Voilà. hein, donc brillants. Mais limite, on s'en fiche. C'est vraiment du roll and write, c'est-à-dire T'écris des chiffres. tu vas lancer tes dés et tu vas écrire des chiffres, les résultats de ces dés sur ta petite feuille. C'est tout simple. C'est dommage, il n'y a pas de photo. Peut-être sort une grille. Alors à l'intérieur, il y a des blocs où on va écrire dessus. Et il y a 4 niveaux qui sont disponibles. Alors on peut vous le montrer peut-être. Même les grilles remplies. Ou les grilles remplies. Oui. Juste une grille comme ça, toute simple. Voilà à quoi ça peut ressembler avec toutes ces cases. Et des zones de couleurs. Donc on va lancer des dés, des superbes dés qui sont des dés... Je te donne ça. Des dés verts. de 6. Et en plus, effectivement, ils sont ultra beaux parce qu'ils sont Ultra verts. Alors ça va pas se faire. Si, ça fait la mise au point. Voilà. Donc on va en lancer 2. Sur ces 2 dés, eh bien, on va devoir choisir une valeur qu'on va écrire, et on va devoir l'écrire, cette valeur, à déjà une valeur inscrite auparavant, identique à la valeur du deuxième dé. Du deuxième dé, oui. C'est tout. C'est ultra simple. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment bien, voilà, on vous le dit, c'est vraiment brillant, en fait, c'est comme le titre du jeu. Mais pas n'importe où. Et pas n'importe où, parce qu'il va falloir C'est ça le sens du jeu. compléter, en fait, des zones. Alors peut-être que je peux me mettre pas trop longtemps, mais en gros, comme ceci, voilà. Donc, par exemple, si je fais un lancer de dés avec un 6 et un 3, comme on voit ici, eh bien, je choisirai d'écrire un 3, par exemple, à côté d'un 6. En sachant que, à la mise en place, on va déjà écrire toutes les valeurs de 1 à 6 sur notre feuille, à des endroits qui sont... Alors au hasard ou qui sont prédéfinis pour les premières parties. Voilà, donc si je lance par exemple un 3 et un 4, eh bien je pourrais écrire un 4 à côté d'un 3 ou un 3 à côté d'un 4. Le but étant donc de compléter en fait les zones de couleurs en respectant les contraintes. Le premier qui arrive à compléter une zone de couleur gagne les points maximum. Alors ça fait pas trop la mise au point, c'est un peu flou, mais bon. Gagne les points qui sont indiqués sur chaque côté, on le voit dans les zones vertes, bleues, rouges, etc. Et en respectant les contraintes, donc par exemple sur la zone rouge, il faut que ce soit que des valeurs différentes. Dans la zone bleue, il faut que ce soit que des valeurs identiques. Dans la zone jaune, que ce soit que des valeurs différentes mais qui sont réparties
partout sur la feuille. Dans la zone violette, il faut qu'il n'y ait que 2 valeurs différentes maximum. Et dans la zone verte, c'est un petit peu le bonus, on y met un petit peu ce qu'on veut. Le fourre-tout. C'est le fourre-tout. Voilà. Qui te sauve la life. Donc là, eh bien, en fait, ça, c'est la grille du level 1, hein, c'est-à-dire que c'est, on va dire, le plus simple. Et dans la boîte, en fait, il va y avoir 4 niveaux, effectivement. 4 levels. Tu les veux. Bah, pour les montrer, vite fait. Alors, on les a pas fait, hein, on est resté sur le level 1. Par exemple, on peut avoir celui-ci. Hein, pareil, en respectant toujours les contraintes de placement avec les valeurs, et les zones sont un petit peu différentes. Et ensuite, voilà, il y en a d'autres. En fait, il y a 4 niveaux différents. C'est très simple. Tu lances tes 2 dés, tu choisis une valeur à écrire à côté de la valeur de l'autre dé. Très bien. Tout simplement. Très voilà, bien. donc c'est vraiment dans la veine de tous ces très futés, de tous ces quicks surtout qui quicks. sont assez, oui, Surtout quicks. qui sont La simplicité, immédiats, ouais. simples et vraiment ultra addictifs, et on adore en fait de suite. Yes. Voilà pour ce premier Brillant. jeu. Hop, on va remettre sur l'écran, comme ça on voit un petit peu. Donc on l'a dit, il y a un mode solo en fait, hein. Il se joue jusqu'à 6 joueurs. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'interaction. Il y a... Ouais, non, c'est... Bah si, premier arrivé servi, effectivement, pour les zones, puisque celui qui arrive à compléter la zone en premier aura le maximum de points. Oui, puis celui qui atteint les 26 points à 2 joueurs en premier gagne la partie. Voilà. C'est ça. Donc il y a une course. Il y a cette espèce de petite course. Hein. Oui. Voilà pour Brillant, donc qui sort le 23 janvier. Alors... Poursuivre, 7 pièces pour un château. C'est pas une nouveauté, hein, puisqu'il est sorti à la mi-octobre en 2024. Oui. Et déjà, ça faisait un petit moment. Déjà, ça passe vite. Et on l'a ressorti, je sais pas, j'étais en train de ranger un petit peu la ludothèque, des fois j'aime bien changer un petit peu les boîtes qui sont. Et puis je suis retombé sur celui-là, j'ai dit tiens, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. Donc du coup, on y a rejoué, on a fait une partie. C'est quand même relativement... C'est rapide, c'est pas très long. 2-4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu donc chez Intrafin, c'est un jeu de Daniel Frexilius et illustré par Naomi Frexilius. Mais je dis très simple parce que c'est très immédiat en fait comme principe de pose de tuiles. Alors on va avoir des petits chevalets sur lesquels on va pouvoir mettre des tuiles. Les tuiles, il y en a également au centre de la table qui sont toutes face cachée. Le principe, c'est tout simplement de construire notre château avec ces tuiles. Beau château. Et comment on va faire? Eh bien tout simplement sur ces tuiles-là, il y a des valeurs. Alors il n'y a pas plus de photos, on ne voit pas. Mais sur ces tuiles, il y a des valeurs. Donc il n'y a pas de contrainte pour la première ligne. Par contre, quand vous allez poser une tuile qui sont une forme un petit peu hexagonale par-dessus donc 2 autres tuiles, il va falloir que la somme des 2 tuiles qui sont de base corresponde à la somme de la tuile qui est indiquée. La somme correspond à la valeur de la tuile sur laquelle tu vas poser. Je me suis peut-être un petit peu embrouillé, mais le principe est ultra simple. Suffit juste de savoir compter, additionner. Voilà, c'est tout. Ça va. Et alors en plus donc de ces contraintes de valeur, il y a également des petites contraintes de forme, on va dire, puisque on va pouvoir créer au fur et à mesure, des toits, des tours. Et le château va toujours avoir des formes un petit peu différentes. Logique. Voilà. Il y a cette espèce de logique et de contrainte de valeur. C'est une course. Hein. Le premier qui arrive à obtenir donc 7 pièces remporte la partie. Parce qu'on fait une petite course le long en fait d'un petit chemin de ronde et on va gagner des bonus et puis en faisant son petit bonhomme de chemin, on va pouvoir récolter les fameuses pièces. C'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va poser une tuile sur son château, hein, on va avancer notre petit meeple baron qui est sur le plateau
principal. Et avec un joli façon château 3D. Façon jeu de loi, hein. Oui, le château 3D qui ne sert à rien. Ça fait un peu jeu de loi. C'est chouette. Donc à chaque fois, suivant l'étage, on va avancer plus ou moins notre Meeple Baron sur ce plateau-là. Et à chaque fois qu'on s'arrête sur un endroit, on va récupérer peut-être un bonus ou pas. Mais à chaque fois qu'on va dépasser une pièce, on va récolter une pièce. Sur ces pièces, il y a toujours un petit effet, un petit bonus qui va venir nous donner des points supplémentaires. Un petit peu plus vite. Ou à récupérer des tuiles, etc., etc. C'est tout simple. Oui, hein, oui, voilà. c'est très bien. Ouais. Très très bien. On rentre pas plus dans les détails, mais les sensations sont chouettes. Ça marche très bien, ouais, parce que t'as toujours un petit peu ce côté. Alors moi qui aime pas trop les jeux où il faut compter. Oui, mais là c'est tellement simple que. Mais voilà, il y a toujours un petit moyen de s'en sortir si tu défausses une tuile, tu peux faire plus ou moins 1 sur la somme, voilà. Ouais. Donc voilà, on a ressorti ce jeu-là qui avait un petit moment qui n'avait pas été ressorti, donc on voulait vous en reparler pour un petit peu le remettre en lumière. J'en ai fait quelques stories sur Insta et ça a attisé un petit peu la curiosité puisque pas mal de monde. On en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé de ce jeu-là quand il est sorti à la mi-octobre de 2024. Et ben voilà, donc on l'a ressorti, on le remet un petit peu en lumière. Ça fait plaisir. Ouais, très fun, très cool. Les illustrations. Moi, c'est mignon. C'est rigolo, voilà, c'est un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu à l'allemande. C'est du manche joli. Oui, voilà. C'est un peu ça. On peut passer sur le suivant. Avec une couverture beaucoup plus jolie. Effectivement. Hein. Bon, je dis ça. Sengoku. Avec de l'humour, hein, parce que c'est joli. Oui, voilà. Alors Sengoku, c'est Province en guerre, qui est sorti donc en fin mai 2025 aux alentours d'une 30aine d'euros. C'est une réédition d'un jeu qui existait déjà, qui a été un petit peu retravaillé. Alors je pourrais pas vous en dire plus sur l'ancienne édition, si ce n'est que elle est quand même un petit peu plus jolie, j'ai vu, que l'ancienne édition. Niveau mécanique, je ne pourrais pas vous dire. Si ce n'est que quand on voit cette boîte-là, tu te dis, quand on voit un petit peu le dos de boîte, oui, c'est un jeu expert, le plateau avec ses zones et tout, comme ça, tu te dis, waouh, ça va être un petit peu quand même un jeu un petit peu expert. Pas du tout. Mais alors vraiment. Oui, c'est un jeu familial. C'est un jeu ultra familial. Ouais. Si ce n'est la thématique, voilà, qui peut peut-être s'adresser à des personnes un petit peu plus joueuses. Un enfant de 8 ans, peut-être, pourrait tout à fait jouer, mais au niveau de la thématique, c'est peut-être un petit peu moins amusant, on va dire. Oui, mais remarque quand tu joues à risque, hein, quand t'as 8-9 ans, oui, mais tu joues à risque, la thématique... Est-ce que les gamins de 8-9 ans d'aujourd'hui jouent à risque comme nous, on pouvait jouer il y a 40 ans? Je ne sais pas. Je pense pas. Peut-être, hein, mais bon. Donc Sengoku, c'est ultra simple, c'est tout simple, ça se joue de 2 à 4 joueurs, dans lequel on va s'affronter pour avoir des majorités dans des territoires. Ces territoires, on les voit bien, ils sont départagés par des frontières. Chaque territoire a un jeton qui est en fait un temple qu'on va essayer. Non, c'est un château. Un château. Un château. Ok. Qu'on va essayer donc de conquérir. Comment ça va se passer? Eh bien, très simplement. Tous les joueurs ont 3 dés, ils vont les lancer, ils vont additionner 2 valeurs de dés qui va définir une zone, et le 3e dé va définir le nombre de meeples qui vont poser sur la zone en question. Pour faire des batailles. Pour faire des majorités. Oui. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Là, je vous ai expliqué les règles du jeu de Sengoku, pratiquement. Oui. Alors, il y a des petits modules en plus, hein, qu'on va pouvoir ajouter ou pas. Et il y a également des cartes avec des petits pouvoirs. Mais vraiment, la mécanique de base, c'est ça. C'est que je vais lancer mes dés. Ouais. Je vais prendre 2 dés, je vais additionner pour définir la zone, qui est numérotée donc de 2 à 12, et je vais mettre un nombre de meeples qui correspond au dé, au 3e dé. Donc si je fais une valeur 6, je vais pas mettre 6, hein, c'est 3 maximum. Et il y a toute cette dimension de hasard de lancer du dé, mais en même temps tu calcules beaucoup par rapport à, alors est-ce que tu mets tant, est-ce que ça vaut le coup de mettre tant de meeples armés sur cette zone qui finalement ne va pas beaucoup me rapporter de points, mais est-ce que si je remporte cette bataille là je vais pouvoir quand même mettre
un meeple blanc de renfort C'est ça, qui va me renforcer une région adjacente. Puisque une fois que tous les joueurs ont posé tous leurs meeples, en fait, on va passer à la phase de guerre. Ouais. Donc, on va prendre toutes les zones dans l'ordre croissant, donc de la zone 2 jusqu'à la valeur 12, qui sont réparties au hasard en début de partie. Oui. Et on va regarder tout simplement qui est majoritaire dans la zone. Bon, il y a un système en cas d'égalité, c'est le premier qui a posé tous ces trucs, qui prend le jeton. Ses armées en premier. Voilà. Et on va regarder donc les majorités. Celui qui obtient la majorité remporte tout simplement le jeton avec autant de points de victoire. Et donc on va faire ça dans la zone 2, 3, etc. Celui qui est majoritaire, il a le droit de prendre un meeple d'une couleur neutre, le blanc, qui va pouvoir mettre dans une zone adjacente où il a au moins un meeple pour pouvoir renforcer donc les prochaines zones en fait. Et ça c'est chouette. Et ça c'est vraiment très intéressant, donc, très malin. Et il y a en fait, je pense que il y a beaucoup plus de profondeur si tu veux quand tu commences un petit peu à comprendre un petit peu le jeu. Enfin, à maîtriser un petit peu le jeu, tu te dis, ok, là, je vais être majoritaire, mais mon meeple, je vais avoir un meeple qui va venir en renfort que je vais pouvoir associer à une zone adjacente. Donc peut-être que je prends pas trop de risques de me mettre trop sur cette zone-là, puisque je sais que dans la résolution, je vais avoir un meeple qui va venir être en renfort pour avoir justement encore une majorité. Mais ça, c'est un risque à prendre. C'est justement toute cette notion de prendre des risques avec un petit peu le hasard de dés. Sur 3D quand même, on arrive quand même pas mal à s'en sortir. Donc c'est vraiment... Il y a des zones qu'on va pas du tout toucher. Hein. Alors à 2... Ouais, il y a des zones qu'on touche pas. Il est arrivé, il y a des zones où personne n'est allé. On a préféré se concentrer sur d'autres zones. En sachant que par exemple, la zone de valeur 12, ça veut dire qu'il faut au moins avoir 2-6 pour pouvoir y accéder. C'est pas forcément évident. Voilà. Oui. Donc voilà pour Sengoku qui est quand même plutôt une chouette surprise. Alors voilà, là, je vous parle des personnages, puisque on peut avoir, je pense, un petit côté asymétrique avec des petits modules. On n'est pas obligé de le faire, mais une partie toute simple de base, en fait, c'est ça. C'est vraiment une bonne surprise très bien. Ultra efficace. C'est des parties qui sont très rapide, parce que là, 30 minutes... Oui, en prenant son temps. À 2, tu peux faire une partie en presque, je dirais, un quart d'heure. Ah ouais. Donc celui-ci, on y a joué à 2, on a eu de très très bonnes sensations. J'ai hâte d'y jouer à 4, parce que là, je pense qu'à 4, tu vas avoir un petit peu plus de réflexion, de stratégie. Oui, puis il y a un deuxième. On va vraiment plus se gêner. Voilà. Donc Sengoku, un jeu stratégique assez simple, mais qui vaut vraiment, je pense, le détour. Donc il est sorti à fin mai 2025, aux alentours d'une 30aine d'euros. Bon, ça va, ça reste quand même assez raisonnable. C'est chez Obi Japan, c'est un jeu de Yogi Shinichi et illustré par Yamamoto Masaaki. Voilà pour ce très chouette jeu. Dorf romantique, le duel. Voilà. Ah bah oui, forcément, je vous l'avais dit. Dorf romantique Sakura, on avait redécouvert le Dorf romantique avec la version Sakura. Et première version, premier jeu Dorf romantique, j'étais passé un petit peu à côté. J'ai retesté Dorf romantique avec la version Sakura à 2 joueurs dans une configuration autre. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal en fait ce jeu, j'aime beaucoup. Et je suis pas très jeu coop, je me suis dit, mais il existe la version duel, je pense que ça pourrait beaucoup plus me plaire. Eh ben voilà, on a craqué, on se l'a acheté, et effectivement, moi je trouve ça génial, j'ai adoré cette version, c'est exactement le même jeu, à quelques petits détails près, on va dire. C'est exactement le même jeu, sauf qu'on va jouer l'un contre l'autre. On va avoir les mêmes tuiles. Alors, il y a ce petit système de choisir une tuile, l'autre joueur va prendre la même, et on va, au fur et à mesure, construire notre territoire pour essayer de réaliser donc ces fameux objectifs en fonction de chaque type de terrain. La rivière,
les chemins de fer, c'est les plus longs qui vont marquer le plus de points, mais également donc tous les objectifs du nombre de chemins de fer ou de rivières, ou du nombre de champs de blé, du nombre de villages, du nombre de... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je sais plus. Quand les champs de blé, quand les terrains sont entièrement entourés, ou suivant le nombre, les forêts, effectivement, voilà. Donc, si vous avez aimé Dorf Romantique, mais que vous avez envie de vous y frotter en version duel, parfait. Si vous n'avez pas aimé Dorf Romantique parce que vous aimez pas le coop, eh bien, le duel peut vous faire changer d'avis, je pense. Voilà. Donc, il y a des petits modules. Alors, il n'y a pas réellement de campagne, donc comme dans Dorf Romantique et Dorf Romantique Sakura, mais il y a des petits modules qu'on va pouvoir ajouter qui vont permettre de renouveler pas mal les parties, je pense. Moi, je suis ultra convaincu par cette version le duel. Je sais que j'ai pas toujours entendu de très très bons retours pour cette version. Ça m'a pas choqué en fait le fait qu'il y en ait un qui tire au hasard et l'autre doit prendre absolument la même tuile que celui qui a tiré au hasard. Ouais. La tuile, donc tu dois chercher dans ton set qui est il y a beaucoup de en tuiles. fait, il y a beaucoup de tuiles, là, tu dois chercher. T'as intérêt de les trier auparavant. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu cette contrainte de mise en place. De mise en place qui peut peut-être freiner et ça ralentit le rythme, mais il faut vraiment bien les trier. Parce que moi, je les avais extrêmement bien triés. Oui, il faut faire une petite mise en place, il faut trier ces tuiles dès le départ pour le joueur qui va... Parce que quand toi, après, tu tires au hasard et que tu dis, il faut prendre une tuile maintenant, objectif. Voilà, il faut prendre cette tuile-là, tu la montres, l'autre, il doit la chercher. Tu dois la chercher. Donc, parmi la cinquantaine de tuiles que tu as... T'as intérêt de bien trier par objectif, par type de terrain, pour que ce soit pas trop galère. Hein. Mais moi j'avais bien trié, du coup c'était assez fluide, ça a pas ralenti le jeu outre mesure, et c'était en fait hyper plaisant. Ouais. C'était hyper plaisant parce que au bout d'un moment, on a vraiment choisi des chemins différents. Alors on prend exactement donc effectivement les mêmes tuiles, mais les on mêmes va pas objectifs, les mêmes objectifs. Mais au fur et à mesure de la partie, on va les positionner un petit peu à différents endroits sans vraiment trop se regarder. On se dit toi tu le fais comme ça, moi je vais faire pareil. Non, en fait chacun va construire son propre territoire et la version duel est très efficace. Pardon. On a adoré. Moi, j'étais ultra curieux de jouer à la version duel. Eh bien, je suis pas du tout déçu parce que j'ai trouvé ça génial. Oui, j'avais un petit peu peur quand même de ce système, moi, de pioche. Je me suis dit, oulalalala. Mais en fait, non, ça a été. Ça a été. Et après, c'était chouette. Ça a bien marché. Ouais, super. Ouais. Donc ça prend beaucoup de place par contre sur la table. Il faut avoir une grande table. Ouais. Alors c'est édité chez Gigamix, c'est un jeu de Lucas Zack et Michael Palm et illustré par Paul Rieb. Voilà pour Dorf Romantique, la version duel. Eh bien un classique. Un classique mais dans sa seconde édition avec Dominion. On doit vous faire une confidence, on n'avait jamais joué à Dominion encore. C'était l'occasion. C'est vrai, il y a des grands classiques comme ça auxquels en fait on n'a pas joué puisque quand on est arrivé et quand on s'est intéressé aux jeux de société, eh bien Dominion était déjà bien implanté. Donc nous en fait on arrive et en tant que... arrivé dans le jeu moderne. Ouais. Et oui, bien sûr. Et quand on commence un petit peu à s'intéresser aux jeux de société, je pense qu'il y a cette fibre où on est un petit peu plus intéressé par bien la nouveauté. Donc du coup, il y a des anciens jeux qui sont des grands classiques comme Dominion par exemple, sur lesquels on est un petit peu passé à côté. Et bien là sort la nouvelle, la seconde édition, donc qui est sortie à la mi-décembre, qui nous a donc permis en fait de découvrir l'univers de Dominion, ce fameux Dominion qui soi-disant aurait vraiment ça a popularisé le deck building. Voilà, un des tout premiers jeux en tout cas à utiliser. C'est même pas soi-disant. Oui. À populariser, c'est vraiment ce jeu-là qui a popularisé, comme tu dis, la mécanique du deck building et peut-être un des premiers, en tout cas, à l'avoir fait. Est-ce que je vous explique comment on joue à Dominion ? Non, c'est un deck building. C'est un deck building, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf que
la différence. Le marché tout. Il y a toujours le même marché qui est ouvert et qui est commun à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que on va piocher des cartes de notre paquet de cartes, on va en piocher 5. Sur ces 5, eh bien, on va pouvoir les jouer. Il y a des cartes qui ont des actions, donc on va pouvoir faire des actions pour bien soit s'avantager, soit pour désavantager ses adversaires. Et avec les sous, des cartes sous qu'on a, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes pour améliorer son deck. Je défausse, je repioche 5 cartes, c'est toujours au tour du joueur suivant, etc., etc. Donc voilà, c'est le marché en fait est ouvert et commun, c'est-à-dire que tous les joueurs vont avoir accès tout le temps aux mêmes cartes. Il y a une multitude en fait de configurations suivant comment vous voulez le jouer. Il y a plein de configurations qui sont déjà on va dire qui sont proposées, ouais. Hein, suivant l'orientation du jeu que vous voulez. Mais après, libre à vous, eh bien, de faire vos parties comme vous le souhaitez, en fonction des cartes que vous allez prendre, soit au hasard, soit que vous allez sélectionner parce que vous avez plus une appétence pour ce type de carte ou pas. Donc nous, on a fait pour l'instant que les parties découvertes avec la proposition de base, on va dire. Voilà. Alors moi j'ai trouvé ça pas mal, j'ai bien aimé, je suis très très content d'avoir cette seconde édition, ça nous a permis de le découvrir. Je dois avouer que j'ai quand même une petite préférence pour, on va dire... une rivière de cartes. Pour la rivière de cartes comme le propose Ascension. Ascension, c'est le même principe, c'est du deck building, tu pioches 5 cartes, tu dépenses, tu joues, machin, et tu vas pouvoir acheter des cartes ou détruire des cartes dans la rivière. Voilà. Et cette rivière, en fait, est en perpétuel changement, c'est-à-dire que le joueur suivant n'aura peut-être pas forcément accès aux mêmes cartes. Voilà. C'est vrai que du coup, ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Non. Ça change beaucoup Parce que je pense que du coup dans Dominion, et ça je pense que même j'en suis sûr, c'est que ceux qui maîtrisent très bien Dominion, tu peux pas jouer avec eux si tu débutes ou si tu maîtrises pas autant qu'eux. Parce qu'ils ont une connaissance en fait. Ils vont prendre les bonnes cartes au bon moment. Ils ont une connaissance des cartes et des combos qui fait que si toi t'as pas le même niveau d'expertise dans Dominion, tu peux te faire mais alors rétamer. Un petit peu comme le veut Res Arcana. Hein, dans ces sensations-là, si tu joues pas avec quelqu'un au même niveau que toi, j'ai envie de dire dans tous les jeux, on va dire de société, puisque forcément il y a toujours cette stratégie, mais d'autant plus dans un jeu avec un marché ouvert qui est commun à tout le monde. Alors que dans Ascension, c'est une rivière et les cartes vont changer perpétuellement. Il y a un petit peu comme ça. Oui, il y a ce feeling un peu de surprise dans Ascension que tu n'as pas dans Dominion. Ça rend le jeu plus classique, mais bon, après moi j'ai beaucoup aimé l'univers médiéval, très 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 classique, mais c'est très agréable. Hein, voilà. Franchement, moi je suis content. Et finalement, les points de victoire, c'est les drapeaux, les domaines qu'on va acheter. Les domaines, voilà, les cartes, les drapeaux des domaines que tu vas pouvoir acheter. Alors c'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est là où tu vas en venir, c'est-à-dire que les cartes que tu vas acheter, ce sont des cartes qui vont te rapporter des points, mais quand tu vas les tirer dans ton deck, eh bien elles servent à rien en fait. Elles servent à rien. Puisque ça fait, tu peux pas la jouer. Non. Donc ça fait une carte que tu vas pas pouvoir jouer. Donc si dans ton deck tu as beaucoup de domaines, c'est très bien parce que tu vas avoir beaucoup de points, mais si tu tires tes 5 cartes et sur les 5 cartes, eh ben il y en a si tu as les 5 c'est des domaines, eh bien tu passes ton tour puisque du coup tu peux rien en faire en fait. Voilà. Mais ça c'est vrai que ce côté un petit peu original où les points de victoire en fait ce sont tes propres cartes qui vont venir t'embêter un petit peu tout au long quand de la tu partie. Les tires. C'est rigolo. Effectivement, Alors il y a plein d'autres cartes à action qui vont te permettre de défausser des cartes, et puis surtout de pouvoir repiocher d'autres, plus qu'une seule action. De faire des combos, de racheter. Normalement tu dois faire qu'une seule action et qu'un seul achat. Donc c'est vrai que les combos de cartes entre elles, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est plutôt, c'était plutôt pas mal, Mais bon, je l'avoue, j'ai quand même une préférence pour Ascension et même pour Shards of Infinity, hein, qui est un petit peu, peu dans le même genre, dans la veine Ascension. Ouais, et du coup, Dominion me fait penser à Aeon's End. Oui, dans le avec marché ce ouvert. marché ouvert. Oui. Voilà. Oui.
Voilà, donc Dominion, on est content de l'avoir et de pouvoir y jouer et de vous en parler comme un nouveau joueur qui pourrait découvrir Dominion. Ouais, super. Super le Hobbit. Moi j'adore cet univers. Bon, le Hobbit. Alors j'adore le Hobbit déjà, je suis un grand fan de Tolkien. Le Hobbit, histoire d'un aller et retour. C'est le fameux livre que Bilbo Baggins écrit dans ses romans de Tolkien. Dans ses mémoires. Dans ses mémoires, voilà. Oui. Donc on incarne, je sais même pas qui est-ce qu'on incarne non, en fait. On raconte une histoire en fait. Voilà, on va revivre l'histoire de Bilbo dans le Hobbit. L'histoire. Sur le papier, ce jeu il a tout pour me plaire. Déjà thématiquement, le Hobbit, on adore. On adore l'univers du Hobbit, on adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Là, pendant les vacances, on s'est refait toutes les trilogies. Et quand même un matériel de toute beauté. C'est un jeu à cocher de Ragnar Knizia. Et c'est alors voilà, j'allais y venir. Oui. La thématique, on adore. La mécanique, on adore aussi. C'est du roll and write. L'auteur Ragnar Knizia. Je veux dire, ce jeu, il a sur le papier, c'est un livre. Tout pour plaire. C'est un roll and write, messieurs. Et seulement, voilà, pour moi, ça n'a pas marché. Oh, t'exagères. Ça n'a pas marché. J'ai pas trouvé. Je sais pas. J'ai pas trop aimé cette façon en fait. Donc, on a chacun en fait ce carnet, ce livre avec où on va pouvoir écrire avec des feutres effaçables. On le voit peut-être pas, revivre le Hobbit. Voilà. Et en 8 épisodes, on revit les chapitres principaux en fait du Hobbit. Et on a chaque fois des petites missions à accomplir. Petites missions, des petits scénarios. Des petits scénarios, oui, c'est des scénarios là pour chaque histoire en fait. Voilà, moi c'est un roll and write. Je me suis pas amusé. Dans le sens où en fait, on va lancer des dés et ces dés-là, ce sont des chemins qu'on va devoir faire sur notre carte, en fait, sur notre livre. Ce sont principalement donc des chemins en tout cas pour la première mission. On va tenter donc de faire des chemins pour amener tous les nains comment ça s'appelle Baggins. À Baggins, ouais, mais en français, comment on dit Cul-de-sac. Cul-de-sac, voilà. Donc c'est la première scène du Hobbit où les 12 nains viennent chez Bilbo pour s'incruster. Voilà, on revit à l'invitation de Gandalf. Et en fait, les dés, je suis en train de chercher les dés. Voilà, un type de dés par exemple, ce sont donc des types de chemins qu'on va devoir tracer sur notre feuille. Seulement, il y a cette espèce de contrainte qui, n'en est pas du tout une, où on va pouvoir superposer. C'est-à-dire que si je fais un trait tout droit, par la suite, si j'ai un croisement ou une ligne en T ou un L, je vais pouvoir le superposer avec une ligne que j'ai déjà croisée. Donc au final, tu n'as pas réellement de contrainte. Tu dois faire en sorte que les chemins se croisent. Tu as quand même les contraintes de prolongation du chemin que tu as déjà fait ou de partir d'un nain qui va se diriger petit à petit vers Baggins. Mais tu dois les faire croiser ces chemins pour que d'un coup, il y a plusieurs nains qui arrivent à Baggins, ce qui fait que le premier à faire arriver les 12 nains termine la partie. C'est intéressant, il y a quand même les petites notions de pain qu'il va falloir récolter. Parce qu'il y a des dés, effectivement, avec des pains. Si tu fais arriver un nain à Baggins, mais qu'il n'y a pas de pain, il va marquer un peu moins de points. Et oui. Voilà. Donc tu as une piste de pain, tu as aussi des épées à récolter pour faire qui font pas mal de points. Mm-hmm. Il y a cet aspect petite course aussi entre celui qui fait arriver Gandalf ou celui qui fait arriver Thorin en premier à Baggins. Il a plus de points que l'autre. Mais alors c'est le tout premier scénario. Moi, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire se croiser tous ces chemins de nains grâce aux dés et les faire tous arriver
en groupe un peu, comme dans l'aventure, en plus, de les faire arriver. Bim, tout d'un coup, là, 3 ou 4 nains d'un coup. Ouais, il y en a un qui arrive au début, après il y en a 3, puis après il y en a 4. Voilà. Et moi, j'ai essayé de recréer ça un petit peu dans cet enchevêtrement de routes, et je me suis bien amusé. Parce que peut-être parce que tu t'es encore plus mis dans l'ambiance que moi. Moi, ça m'a un petit peu, pas déçu, mais voilà. J'ai trouvé ça trop simple. Voilà. Les roll and write où tu as des dés avec des chemins comme ça. Ah, toi, ça te plaît pas trop. Ça ne me plaît pas. Ça m'a fait penser à justement, on en a parlé il y a pas si longtemps, de Railroad Inc., dans lequel c'est un roll and write où on lance des dés justement avec des chemins. Il va falloir faire ces chemins sur sa feuille, avec des routes et des chemins de fer. Ça ne m'avait pas plu du tout, alors que la version Railroad Tiles avec les tuiles est excellente. Mais en roll and write, voilà, les roll and write où il faut faire des chemins, ça me plaît pas trop. À voir. Donc, pour la suite. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a fait la première. Bon, on va peut-être quand même la refaire avant de passer aux suivantes. Oui. Histoire de me dire, ok, je vais pas partir sur ça. J'ai passé un très bon moment. Hein. Ouais, je suis un peu, pas déçu, c'est pas le mot, mais bon, ça m'a pas, exactement, ça m'a pas spécialement hypé plus que ça. Ouais. J'ai trouvé ça en fait très moyen. Ok. Voilà. C'est pas mauvais. Heureusement que j'ai aimé. Non, mais de toute façon, je vais pas dire que c'est mauvais. On est personne pour dire qu'un jeu est mauvais, mais en tout cas, moi, voilà, ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça fifou. Ok. Voilà. Donc c'était la petite, on va dire, déception de la semaine. Donc le Hobbit, histoire d'un aller et retour, 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 60 minutes. J'imagine ça va dépendre un petit peu des scénarios. Oui. Il est sorti fin octobre aux alentours d'une 30aine d'euros chez Office Dog. Donc on l'a dit, c'est un jeu de Rainer Knizia, illustré par Lorenzo Colangeli. C'est vrai que c'est très joli au niveau des illustrations. On n'est plus sur les illustrations standard classiques de John Ho, effectivement, ou du film, même s'il y a quand même un petit peu des inspirations un petit peu quand même des personnages du film, mais on est quand même sur une illustration très colorée, très presque BD, que un peu plus rigolote, on va dire. Oui. Plus d'humour. Oui, voilà. Peut-être que je vais pas montrer les photos, mais je sais pas, voilà, là on le voit avec Smaug, je trouve le Bilbo, il est rigolo. Hein. Oui. Voilà pour le Hobbit, histoire d'un aller et retour. Et on reste dans une licence. Hein. On reste dans une licence avec Star Wars, la bataille de Hoth. Oui. Celui-ci, je dois vous l'avouer, c'est pareil. J'étais pas du tout hypé pour jouer à ça. Pourtant, j'aime bien Star Wars. J'aime bien l'univers, j'aime bien les films. Je trouve ça vraiment, c'est un truc qui ça me hype pas non plus ouf que ça, mais j'aime bien. Voilà. Je crois qu'on a tout vu les films, on a vu les séries, on a vu les spin-offs et tout. Ouais. Mais on a à fond Star Wars. Et j'avais pas spécialement envie de jouer à ça. Mais pourquoi donc? Les wargames. J'avais pas. Oui, mais. Bof, voilà. C'est un wargame accessible. Et c'est un wargame génial, en fait. Mais ouais, c'est super. C'est ultra simple, en fait. C'est un jeu à campagne qui va vraiment vous accompagner et vous guider lors de vos premières parties. Le premier scénario, c'est des scénarios. Le premier scénario est très simple. Et en fait, c'est là où tu te dis, ok, le jeu, en fait, m'accompagne. Il me laisse pas avec un livret de règles comme as où vas-y, débrouille-toi, tu vas lancer des dés pour déplacer tes troupes et combattre ton adversaire. Non, pas du tout. Il va te dire, voilà, vous avez cette configuration-là, vous mettez vos personnages, vos troupes comme ça, à tel endroit, vous mettez un petit peu le terrain comme ça, et vous allez tout simplement piocher des cartes de votre deck, puisqu'il y a un joueur qui va jouer l'Empire et l'autre joueur qui va jouer la Rébellion. Ça se joue à 2 ou à 4. Oui.
Je sais pas s'il y a une version à 3. Non, je non, crois pas. C'est non, 2 non. ou 4 joueurs, voilà. Donc nous, on a joué à 2. Donc moi, forcément, eh bien, j'étais l'Empire. Logique. Oui. Et toi, tu étais les rebelles. Bah, bien sûr. Voilà. Tout est normal. C'est exactement ça. Il n'y avait pas d'autre solution. J'ai gagné. Hein. Et le jeu, en fait, va t'accompagner. C'est-à-dire que le premier scénario, voilà, vous avez ces cartes-là. Vous allez en tirer, moi, 3. Toi, tu vas devoir avoir 4 cartes. Et à votre tour, eh bien, vous allez jouer une carte. Et quand tu joues une carte, il suffit simplement de lire le texte de la carte qui te dit vous activez tel nombre de troupes dans telle partie ou telle zone. Ouais, c'est tout. Les déplacements sont ultra simples. Vous déplacez d'hexagone en hexagone suivant la valeur que vous souhaitez ou qui est improposée ou proposée par le type de troupe. De la troupe. Voilà. Si c'est les infanteries, ou enfin les soldats, on va dire, tu peux te déplacer de 1 et faire un tir pour viser ton adversaire, ou alors tu peux te déplacer de 2, mais tu ne tires pas. Ouais. Voilà. Les tirs, c'est très simple. Tu lances des dés. Les résolutions sont ultra simples. T'as un personnage sur le dé, eh bien tu élimines un personnage. T'as une explosion, eh bien tu élimines un personnage ou une machine. En tout cas, tu mets des dégâts. C'est ultra simple. C'est vraiment la grosse surprise avec Sengoku de cette semaine, la bataille de Hoth, dans lequel vraiment tu joues un wargame. Si tant est que le thème un petit peu Star Wars t'attire un petit peu, forcément. Oui. Mais ça aide. Et moi, c'était l'inverse. Le thème m'attire, mais la mécanique et le wargame ne m'attire pas du tout. Eh bien, en fait, ça a très très bien fonctionné, puisque je me suis pas senti complètement en disant oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je prenne. Il y a pas de gabarit. En fait, tu te déplaces sur des hexagones, tu joues une carte. C'est simple. Tu joues une carte. Suivant ce qui est indiqué sur la carte, tu résous. Bon, après, t'as des petites contraintes, voilà, qui sont plaisantes, hein, au niveau du terrain, des contraintes de déplacement, c'est pas si, voilà. Parce qu'autrement ça serait beaucoup trop simple et simpliste. C'est pas un jeu enfant, voilà. C'est pas dénué de tactique, de réflexion, mais voilà, on n'est pas submergé par des règles improbables, des prises de tête. C'est ça qui est super bien, c'est que c'est des campagnes et qui vont au fur et à mesure, j'imagine, parce qu'on a juste fait que débuter, qui vont introduire à chaque fois quelques petites notions supplémentaires ou des différences avec la partie que tu as pu faire avant. Et puis, donc, il y a les campagnes, mais également les scénarios. Donc, c'était vraiment pour moi une grosse surprise. Je m'attendais pas à ce que je m'amuse, en fait, à un jeu de wargame. Donc, avec Star Wars, la bataille de... très bien. Ouais, franchement, super. Hein. Donc, je l'ai dit, c'est 2 ou 4 joueurs à partir de... Alors là, ils disent à partir de 8 ans. Hein. Oui, donc mais c'est ultra simple. Très simple. Des parties d'environ d'une trentaine de minutes, c'est à peu près ça. Après, je sais pas, suivant tous la campagne et les scénarios, peut-être les parties vont être plus ou moins longues. C'est un jeu donc qui est édité par Days of Wonder. C'est un jeu de Adrien Martineau, Richard Borg et illustré par Ben Carré et Clément Masson et Tony Fauti. Voilà pour la bataille de Hoth. Peut-être faire défiler 2-3 photos. C'est vrai qu'on fait pas défiler. On a donc les chevalets dans lesquels on va pouvoir poser nos cartes. Les adversaires jouent face à face avec les petites figurines qui sont très très bien. Hein. Oui, c'est très joli. Elles sont toutes simples. Voilà. Je sais. Alors, ça fait quali. Hein. Ah oui, le matériel est parfait. J'aime bien peindre un petit peu des fois les figurines. Peut-être que sur celle-ci, j'y mettrai juste un peu de vernis. Non, pas du vernis. Je sais, j'ai plus le nom. Si vous faites de la peinture sur figurine, dites-moi. Je sais plus, pour faire des ombrages ou etc. Peut-être juste ça pour redonner un petit peu plus de relief. Mais voilà, on le voit, franchement, elles sont top. Hein. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, non, j'aime pas les jeux de wargame. En fait, tu te laisses vraiment prendre. Ouais, c'est parce que c'est vraiment ultra simple et ça marche, quoi. Voilà. Très bien. Ouais, puis c'est chouette à le voir sur table, c'est chouette à manipuler toutes les figurines. Forcément, on a plus envie de jouer l'Empire que les rebelles. Hein. N'importe quoi. Attends,
Tu vas pas me dire que t'as pas envie de jouer avec oui, l'AT-AT, forcément. Un AT-AT. Oui. Parce que plus... bon, après, il y a quand même les speed drivers, on s'en fout, quoi. N'importe quoi. Non. Je rêve. Voilà, donc Star Wars, la bataille de Hoth, très enthousiasmé par ce jeu-là et à continuer en fait les campagnes et les scénarios. Et bien voilà. Et bien voilà pour ce débrief ludique oui. De la semaine où on vous a montré un petit peu les jeux que nous avons joués. On va faire juste peut-être avant, hop là, un tout petit récap, comme je l'appelle, le débrief du débrief. Star Wars, la bataille de Hoth, génial, grosse surprise, on a adoré un wargame accessible dans lequel le jeu vous accompagne et vous apprend petit à petit les règles du jeu. Le Hobbit, histoire d'un aller et retour, un jeu de roll and write dans lequel on va revivre toute l'histoire de Bilbo dans la trilogie du Hobbit. Oui, dans le livre du... Dans le livre, oui, bien sûr, voilà. C'est pas une trilogie. Non, mais ça me fait penser de suite au film parce qu'on l'a regardé il y a pas longtemps. Voilà, petite déception pour moi, mais à continuer puisque c'est pareil, c'est un jeu en campagne et à scénario dans lequel on va évoluer au fur et à mesure dans le livre. Donc, on va voir. Dominion, seconde édition, voilà, c'était la grosse découverte de Dominion, enfin, pour nous, et on a plutôt bien apprécié, puisqu'on est assez fan des jeux de deck building. Dorf Romantique, le duel, voilà, après Dorf Romantique, qui avait été une déception pour moi, Dorf Romantique Sakura, qui m'a refait découvrir le jeu et qui m'a fait un petit peu changer d'avis, même carrément changer d'avis. J'ai voulu me frotter à Dorf Romantique le duel pour être un petit peu plus dans la confrontation. Génial. Grosse surprise également, très très bonne surprise avec Sengoku, ce jeu de majorité avec des lancers de dés, très simple, accessible, très rapide. Tu peux facilement faire 2-3 parties d'affilée avec des dés. Ça, c'est vraiment aussi une chouette surprise. 7 pièces pour un château, qu'on a rejoué après pas mal de mois et de mois dans notre ludothèque. Voilà, on voulait vous le remettre un petit peu à lumière pour vous dire que c'est un jeu de pose de tuiles qui est plutôt intéressant et malin au niveau des contraintes avec les valeurs de tuiles qu'on doit superposer. Et la petite nouveauté, le petit nouveau brillant Roll and Write qui arrive à la fin du mois de janvier chez Ravensburger, qui lui reprend l'essence même du Roll and Write ultra basique. Tu lances des dés, tu prends les résultats, tu les écris sur ta feuille. C'est tout. C'est ultra basique, c'est ultra efficace et immédiat. Et voilà pour le débrief ludique de la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des jeux qui vous intéressent, qui vous plaisent, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà joué au jeu. Sinon, n'hésitez pas à venir sur Twitch le lundi à 20h pour qu'on puisse justement en discuter ensemble. Sinon, tous les deux, Anto des jeux des livres sur Insta et moi, Florent, le Meeple Vert, on vous retrouve tous les jours de la semaine pour les stories et les partages ludiques. Attention, en ce moment, on est en train, avec Tony Ludicieux, de vous proposer un concours de folie. 21 jeux à gagner pour une seule personne, 21 jeux à gagner d'un seul coup. Grâce à Asmodée, qui nous fait vraiment l'honneur et le privilège de participer et de offrir 21 jeux. C'est énorme. 21 jeux, non mais tu t'imagines. Donc c'est en ce moment sur Insta, n'hésitez pas à venir faire un tour. On vous propose donc plusieurs fois par semaine des reviews de jeux de société. En attendant, on se retrouve lundi prochain à 20h sur Twitch, en replay sur YouTube pour le prochain débrief ludique. À bientôt. Ciao, salut.